Le chaos dans une salle de classe, c'est une image qu'on connaît bien, non? Les enfants qui courent partout, les interruptions sans arrêt, et cette sensation, à la fin de la journée, d'être complètement vidé. Mais si, en fait, le vrai problème, ce n'était pas les enfants. Et si la cause de tout ce bazar était juste là, sous nos yeux, dans la façon même dont la pièce est organisée. À la fin de la matinée, j'étais complètement vidé. C'est le témoignage d'une enseignante, mais franchement, ça pourrait être le cri du cœur de n'importe qui, face à un désordre permanent. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la clé n'était pas de serrer la vis, d'imposer plus de discipline, non. La solution, elle l'a trouvée en prenant le temps d'observer. Alors voilà la question centrale. Quand une classe part en vrille, est-ce que c'est vraiment la faute des enfants? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Une sorte d'architecte invisible qui met le bazar? Allez, on va mener l'enquête. Alors, voilà notre programme. On va commencer par dépeindre le chaos de départ. Ensuite, on enfile notre casquette de détective pour trouver la vraie cause du désordre. On va analyser les preuves, notamment le matériel qui n'allait pas du tout. Puis, on verra la transformation de l'environnement, les solutions mises en place. Et enfin, on tirera les leçons de tout ça. Allez, on commence. Première partie, la classe en plein chaos. On va planter le décor de la situation de départ. Alors imaginez un peu la scène. Des enfants qui tournent en rond, qui ne savent pas quoi faire. La porte de la classe reste ouverte et c'est un va-et-vient permanent d'adultes, autant dire que le calme, il s'envole vite. Et au milieu de ce tourbillon, l'enseignante, elle, a l'impression d'être un pompier qui court d'un feu à l'autre sans jamais pouvoir s'arrêter pour comprendre d'où vient la fumée. Bon, on a vu le chaos. Mais alors, la grande question, d'où ça vient? Si ce ne sont pas les enfants, qui est le coupable? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et la réponse, c'est un changement total de perspective. Le vrai problème, le plus souvent, ce n'est pas l'enfant, c'est l'environnement. Autrement dit, un comportement qui nous dérange, ce n'est pas forcément une provocation, c'est une réaction. C'est un signal d'alarme qui nous dit « Hey, il y a quelque chose qui cloche ici dans cet espace ». L'auteur de l'article utilise une métaphore géniale pour ça. Il parle des cailloux dans la chaussure. Voyez l'idée? Ce n'est pas un gros problème, non, c'est plein de petits trucs qui agacent, qui frustrent. Un peu comme une étiquette de t-shirt qui gratte toute la journée. Un seul, ça va, mais quand ça s'accumule, ça peut rendre dingue. Eh bien, c'est exactement ce que vivaient ces enfants. Ok, alors, c'est quoi, concrètement, ces cailloux dans la chaussure? On va zoomer sur quelques exemples qui transformaient la classe en véritable champ de bataille. Premier exemple, tout bête en apparence, le tapis pour le coin construction. Le souci, il était minuscule. La règle, elle, était claire. On garde les blocs sur le tapis. Facile à dire, mais comment voulez-vous qu'un enfant respecte ça quand le tapis lui-même est trop petit pour jouer? C'est un peu comme si on demandait à un chef de préparer un banquet dans une cuisine de la taille d'un placard. C'est mission impossible. Et du coup, les conséquences, elles sont logiques. Forcément, les blocs se retrouvent partout par terre, l'enfant, lui, il est frustré, l'enseignante s'épuise à répéter une règle qui en fait est inapplicable. C'est un vrai cercle vicieux. Et tout ça à cause d'un simple tapis. Deuxième caillou, tout aussi parlant, la pâte à modeler. Là, le décalage entre l'intention et la réalité est assez parlant. Le but de l'enseignante, c'était que les enfants pétrissent la pâte pour muscler leurs petites mains. Super objectif. Sauf que dans les faits, les enfants ne touchaient quasiment pas la pâte. Ils passaient leur temps à planter dedans les ciseaux, les emporte-pièces, bref, tous les outils qui étaient à dispo. En gros, le matériel proposé sabotait complètement le but de l'activité. Et enfin, un autre gros caillou, les tables. Imaginez des tables toutes légères, qui glissent au moindre mouvement. Résultat, elles se baladaient partout dans la pièce, elles finissaient par bloquer l'accès au matériel sur les étagères. Et en plus, elles étaient trop petites, donc tout ce que les enfants posaient dessus tombait par terre. Le mobilier, au lieu d'aider, était devenu un véritable obstacle. Bon, on a bien vu les problèmes, maintenant passons à la partie la plus intéressante, les solutions. On va voir comment, en agissant sur ces quelques cailloux, l'enseignante a complètement transformé l'ambiance. C'est là que ça devient vraiment inspirant. Et sa méthode, elle est super simple, mais redoutablement efficace, en 3 temps. D'abord, s'arrêter. Fini la course effrénée pour éteindre les incendies. Ensuite, et c'est vraiment l'étape cruciale, observer. Prendre du recul, regarder ce qui se passe vraiment. Et enfin, seulement après avoir bien observé, agir. Mais pas n'importe comment. Agir de façon ciblée, réfléchie. Reprenons le coin construction. Une fois le problème identifié, la solution est évidente. On enlève le tout petit tapis frustrant et on le remplace par un grand tapis. Un espace de jeu bien délimité, assez grand pour que les enfants puissent construire sans tout faire déborder. Simple, non? Et là, c'est l'effet domino. Le tapis est plus grand, donc l'activité devient possible, l'enfant n'est plus frustré, il peut se concentrer, la fameuse règle, les blocs sur le tapis devient enfin logique et réalisable. Et l'enseignante, elle, arrête de s'épuiser pour rien. Et voilà, le calme revient. Et pour les autres problèmes,
c'est la même logique. Les tables qui glissent, hop, on les cale contre un meuble plus lourd pour les stabiliser. Pour la pâte à modeler, on enlève tous les outils qui détournent l'attention pour que les enfants se concentrent sur ce qui est important, malaxer la pâte. Le résultat, on peut le résumer comme ça. Le niveau de stress de l'enseignante, qui était au plafond, a chuté. Et à l'inverse, l'engagement des enfants, qui était au plus bas, est monté en flèche. C'est une preuve visuelle très forte. Quand on change l'environnement, on change le comportement. C'est presque mécanique. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? La leçon, elle est bien plus large qu'une simple salle de classe. Il s'agit d'apprendre à écouter ce que les lieux nous disent. Retenons quelques points essentiels. D'abord, le comportement d'un enfant, c'est une forme de communication. Ensuite, un environnement qui n'est pas adapté, eh bien, ça crée des frictions, c'est inévitable. Du coup, la clé, c'est d'observer l'espace, pas seulement l'enfant. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que parfois, de tout petits ajustements peuvent avoir des effets gigantesques. Il y a une dernière petite histoire dans l'article qui illustre ça parfaitement. Des enfants qui font des avions en papier dans le couloir. Le premier réflexe, ce serait quoi? De les gronder, de les punir. Mais si on observe bien, on comprend autre chose. Leurs avions, ce n'est pas de la provocation. C'est un message qui dit « on a besoin de plus d'espace, on a besoin de bouger ». Et on va se quitter sur cette question qui résume finalement toute l'idée. Et si la solution au désordre, ce n'était pas plus de discipline, mais simplement un espace mieux pensé. La prochaine fois qu'on est face à un comportement qui pose problème, au lieu de se focaliser sur la personne, pourquoi ne pas regarder la pièce? On pourrait bien y trouver le vrai coupable, cet architecte caché.